Alors, bonjour mesdames et messieurs. Je crois qu'il est bientôt 6h15. La salle étant déjà presque totalement remplie, je vais me permettre de commencer. D'abord, je vous remercie d'avoir pris un moment pendant la visite du salon pour assister à cette conférence que nous animons, nous, le journal Intérêt Privé. Il y a un stand, le stand D6, sur lequel j'espère vous avez pu passer, voir notre production de livres, de mensuels, de trimestriels. Alors évidemment, Intérêt Privé se devait d'animer cette conférence parce que le domaine de la transmission de patrimoine, du droit civil, de la famille, c'est un des domaines, je dirais, de spécialisation de notre titre. Alors, un dimanche après-midi aussi, pour parler de transmission patrimoniale dans la famille, ça tombe pas mal parce qu'en général, le dimanche après-midi, c'est les repas de famille. Et on peut commencer parfois à se poser la question de savoir qui, effectivement, des enfants, du conjoint, dans telle situation, va se retrouver éventuellement un jour à recevoir du patrimoine. Donc, l'angle qu'on a voulu aborder à travers cette manifestation, c'est à la fois les règles un petit peu juridiques, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre dans les grandes lignes. Moi, je ne suis pas là pour vous faire un cours de notaire ni de professeur de droit. Ce n'est pas mon rôle et c'est nullement mon intention. Mais c'est de vous mettre un peu les idées au clair là-dessus. Après, il y a des règles fiscales. Donc, autour de moi, il y a Madame Christine Blondel, qui est une des journalistes spécialisées en fiscalité de notre titre, qui travaille pour différents titres du groupe Revue Fiduciaire aussi, qui vous expliquera plus dans le détail certaines règles. À ma gauche, Madame Stéphanie Clément-Grandcourt et Madame Céline Ponchel, qui toutes deux sont de l'association Fondation pour la recherche médicale. Elles viendront à la fin de mon intervention vous expliquer un petit peu comment sont aujourd'hui collectés les dons et les libéralités qui permettent de financer aussi, au-delà de la transmission familiale, pour les personnes qui voudraient éventuellement faire des dons et legs au-delà de leurs enfants, au-delà de leurs conjoints, pour financer la recherche, parce qu'elle en a besoin. Et vous verrez à quel point c'est important, cette partie-là du financement de la recherche en France aujourd'hui. Alors, pour commencer, le premier objectif en matière de transmission, en général, on estime que si on veut transmettre à des proches et au moindre coût fiscal, la sphère la plus logique, c'est déjà de transmettre forcément au conjoint, ce qu'on appelle la protection du conjoint survivant. Alors, pourquoi le conjoint ? Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ses enfants, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un cadre légal en France, en gros, depuis 2006-2007, qui est extrêmement favorable à la transmission au conjoint. Alors, je vais parler successivement des couples mariés et des couples non mariés, sachant que l'essentiel des avantages aujourd'hui en France existe pour les couples mariés, et un degré moindre pour les couples pacsés, et par contre, pour les couples totalement ni pacsés ni mariés qui vivent en union libre, et effectivement, là, il y a pas mal de difficultés en matière de transmission. Donc, l'essentiel de mon propos, ce sont les couples mariés. Alors, pour eux, d'abord, ce qui est très important de retenir, c'est qu'on a, si vous voulez, deux grands leviers de transmission à l'intérieur du couple. Vous avez ce qu'on appelle le régime matrimonial, le régime de communauté des biens. Quand vous vivez dans un couple marié, vous êtes deux, mais peu importe la personne, en quelque sorte, qui va acheter les biens, qui va financer une voiture, un crédit, le droit, sans rentrer dans trop de détails, fait que tout ce que vous achetez ensemble est réputé vous appartenir par moitié. Alors ça veut dire, ce régime de communauté légale, ça veut dire qu'effectivement, en cas de divorce, mais aussi en cas de décès, la moitié des biens qui auront été acquis, sauf clause de remploi d'un bien propre pendant l'union, évidemment, si évidemment, avec des biens propres, par exemple un héritage, vous-même, vous avez acheté un appartement ou d'autres biens, ces biens restent propres. Par contre, tout ce que vous avez acheté en tant que couple marié est présumé commun, y compris si un seul des deux dans le couple finance la totalité de ses biens. Ça veut dire que de fait, vous transmettez déjà la moitié de votre patrimoine par vos achats, par la constitution de ce patrimoine, à l'autre, à votre conjoint. Et au moment de la transmission, au moment du décès, il y a déjà cette importante protection. C'est-à-dire que celui qui reste, le survivant, est déjà à la tête de la moitié des biens que vous avez acquis votre vie durant, votre couple durant. C'est déjà très important. Ça veut dire que toute cette moitié-là, elle échappe à l'héritage.
il y a déjà la moitié de vos biens qui sont hors héritage. Ce qui va être dans l'héritage, qu'on appelle la dévolution successorale légale, c'est le reste des biens, c'est-à-dire ce que vous aurez, vous, acheté, enfin, la moitié de la communauté, l'autre moitié, et puis éventuellement vos biens propres, les biens propres de chacun. Et sur cette partie restante, le conjoint survivant a des droits aujourd'hui qui sont beaucoup plus importants depuis 2006 que précédemment. Il faut savoir que le conjoint survivant aujourd'hui, il hérite, je dirais, au minimum d'un quart des biens en propriété, donc sur la partie restante, hors la moitié de la communauté, un quart des biens, mais en fonction du nombre d'enfants et des recompositions familiales, s'il n'y a que des enfants communs, le conjoint survivant peut obtenir l'usufruit de la totalité des biens par une donation au dernier vivant. Alors, deux choses sont importantes à retenir. Si vous n'avez rien prévu en allant voir le notaire, il est tout à fait possible que le conjoint survivant hérite aujourd'hui. Autrefois, ce n'était pas le cas systématiquement. Aujourd'hui, il peut hériter, même si aucune mesure d'organisation du patrimoine n'a été prévue pendant la vie de couple. L'autre possibilité, c'est la fameuse donation au dernier vivant. Si vous voulez, la donation au dernier vivant, elle permet d'aller au-delà de ce qui est prévu dans la loi pour transmettre davantage au conjoint survivant. Donc, au terme de ces dispositions, si vous voulez, ce qui est à peu près certain aujourd'hui, c'est qu'un conjoint survivant peut rester exactement dans le cadre qui était le sien pendant sa vie de couple. Il peut garder l'usufruit de la totalité de ses biens. Si une famille a un logement, une résidence secondaire, il est tout à fait possible de prévoir, en allant chez son notaire, par contre, que le survivant gardera l'usufruit de la totalité des biens, sauf un cas, effectivement, c'est s'il y a des enfants d'une première union. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent, qui se remarient. Effectivement, pour ne pas trop léser les enfants d'une première union, il y a cette limite. Dans ce cas-là, on ne peut transmettre que le quart en propriété, sauf, effectivement, si on fait une donation au dernier vivant, où là, il est possible de donner l'usufruit en totalité. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir que toutes ces mesures, ce sont des mesures qu'on appelle des transmissions de biens futurs. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de fiscalité, parce que on n'avait pas encore parlé de la loi TEPA de 2007, qui est quand même très connue, qui exonère le conjoint survivant de tout droit de succession sur la part de succession qu'il recueille au moment du décès. Il n'y a absolument en France aucun droit de succession aujourd'hui pour un conjoint survivant. Malgré les aléas, les changements politiques qu'il y a eu ces dernières années, il faut savoir que cette mesure a été totalement pérennisée. Elle n'a pas été remise en cause. De même, donc, quand vous faites une donation au dernier vivant, comme c'est une donation de biens futurs, vous ne payez pas de droit au moment de la donation. Vous payez des frais de notaire qui s'élèvent à peu près à 300 € pour l'acte. Et comme la donation juridiquement ne se réalise qu'au moment du décès, à ce moment-là, on calcule éventuellement s'il y a des droits de succession. Or, comme il s'agit du conjoint, il n'y a pas de droit de succession à payer à ce moment-là. Donc vraiment, de ce côté-là, je dirais qu'on a un cadre juridique et fiscal qui est extrêmement favorable à maintenir le couple dans son patrimoine. Parce que c'est vrai que le premier ordre de grandeur qu'on doit avoir, c'est quand on veut chercher à protéger ses proches, c'est évidemment le proche le plus immédiat, c'est le conjoint, et c'est celui qui sera le plus tôt touché par l'âge. Il est évident que transmettre aux enfants, c'est bien entendu cher à tous, mais malgré tout, les enfants se construisent progressivement leur vie, alors qu'au moment du décès, évidemment, la personne en situation de fragilité, c'est bien entendu le conjoint qui reste. Donc là, la loi est extrêmement protectrice, et il n'y a aucun frein fiscal, en quelque sorte. Après, il faut quand même raison garder, parce qu'en matière de protection du conjoint survivant, il faut tenir compte des recompositions familiales aujourd'hui. Si justement quelqu'un redémarre une vie avec un conjoint nettement plus jeune que lui, il faut savoir que s'il transmet à son conjoint, ça veut dire que ses enfants, notamment ses enfants d'une précédente union, hériteront extrêmement tard. Parce qu'à la limite, s'il y a une transmission au deuxième conjoint et qu'il n'y a que 15 ou 20 ans d'écart entre le deuxième conjoint et les premiers enfants, ça veut dire que les enfants d'un premier lit, il faut prendre ça en compte, hériteront même peut-être à 70 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et ça va nous amener à parler après des donations. Parce que justement,
dans l'ordre des cercles concentriques. Après la transmission au conjoint, vient la transmission aux enfants. Alors, en ce qui concerne la donation aux derniers vivants, je vous en ai parlé. Alors, j'ai ouvert une petite parenthèse sur les non-mariés, effectivement. Il faut savoir que les non-mariés, au niveau fiscal, s'entend, lorsqu'ils ont signé un PACS, peuvent recevoir des biens et hériter, mais au moment d'une succession seulement, dans les mêmes conditions que les mariés. Dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pacsé qui va hériter ne paiera absolument pas de droit de succession, à condition qu'il y ait un legs qui soit fait et qui prenne effet au jour du décès. Sinon, effectivement, du vivant, ce n'est pas possible. Alors ça, c'est la première limite. C'est-à-dire que de toute façon, du vivant, ce serait des donations entre vifs, et elles sont quand même là taxées. Il y a un abattement qui est de à peu près 80 000 €, c'est ça sur les... Tout à fait. Alors ensuite, l'autre limite pour les pacsés, c'est que vous ne pouvez quand même pas transmettre plus que ce qu'on appelle la quotité disponible. Alors qu'est-ce que c'est que la quotité disponible? On va rentrer dans du jargon un peu de notaire, c'est un peu ennuyeux, mais ça dépend du nombre d'enfants. C'est parce que les enfants, eux, ont une réserve, et effectivement, vous ne pouvez disposer que ce qui ne revient pas aux enfants dans ce cas-là. Donc la situation quand même des pacsés, si au plan fiscal, elle est aussi favorable que celle des époux mariés, elle est quand même plus limitée au niveau des possibilités de transmission au niveau juridique, sur ce que vous pouvez prendre dans votre patrimoine pour l'affecter à telle ou telle personne. Il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que, par exemple, même pour des gens qui vivraient en union libre, il ne suffit pas de signer un PACS, je dirais, sur le tard et dire ça va régler le problème. N'importe quel notaire vous dira bah non, vous avez une maison à Antibes, vous avez etc. Ça marche pas. Si vous avez des enfants, ce sera plus compliqué que ça. Il faut le savoir. On n'a pas les mêmes possibilités. Par contre, évidemment, pour des petites cellules familiales ou des personnes sans enfants, évidemment, le problème ne se pose pas. Évidemment, les enfants sont en matière de transmission incontournables. Ils restent en droit français les héritiers. Les descendants en ligne directe, ce sont les enfants, il faut le savoir. Et ça n'a absolument pas changé. De même qu'il n'est évidemment pas possible de déshériter des enfants au profit de tiers. Même s'il y a des possibilités de pactes successoraux, ce n'est pas l'objet de notre réunion, mais qui permettent d'aménager un petit peu les quotités que l'on transmet. Alors, je passe un petit peu en vue maintenant, un peu plus vite pour ce qui concerne les non-mariés. Donc on a vu le sort des pacsés. Oui, j'ai pas parlé des concubins qui sont comme on dit toujours, les parents pauvres de notre droit. Vous savez que Napoléon disait les concubins ignorent le droit et le droit elle les ignore. C'est un petit peu resté comme ça, c'est-à-dire que c'est une liberté, c'est un état d'esprit, mais effectivement tout le monde, on ne peut pas à la fois avoir la liberté et la sécurité des institutions. Donc le concubinage aujourd'hui, ça veut dire en termes de transmission que vos biens, évidemment, reviendront là à vos enfants, parce que ça, ce sont les règles normales. Mais par contre, il n'y a pas pour le survivant des concubins de règles protectrices, sauf pour le maintien dans le logement éventuellement, avec la poursuite du bail. Et sinon, il y a l'assurance vie qui permet de transmettre un patrimoine relativement important. Donc, je clôt assez vite sur le chapitre des non-mariés. Pour vous dire un petit mot maintenant, et je vais donner aussi la parole à Christine Blondel pour la partie fiscale, on va rentrer dans ce qu'on appelle les donations proprement parler. Les donations, pourquoi faut-il les faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même anticiper l'âge de vos futurs héritiers. Autant le conjoint sera sécurisé par une transmission au dernier vivant, par le régime matrimonial, autant vos enfants hériteront tard aujourd'hui de par l'espérance de vie. Et il y a aussi une contrainte économique. Il faut tenir compte des difficultés des plus jeunes générations aujourd'hui à s'installer, ce qui est évidemment une bonne motivation pour leur transmettre du patrimoine quand ils en ont besoin, et pas quand ils sont en retraite. Donc pour faire des donations, on a aussi un cadre en France qui reste extrêmement favorable, même s'il a été un petit peu durci en 2011 par des règles fiscales. Au plan fiscal, donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours des avantages, mais qu'ils ont été restreints, notamment en termes de rappel, de montant d'abattement. Ce que je voudrais vous dire tout de suite, c'est que là, on va parler que des donations maintenant faites aux enfants. Donc, je ne vais pas rentrer dans un autre cadre parce qu'il nous faudrait 2 heures.
Et je ne voudrais pas prendre trop de temps de parole à Christine Blondel, qui va un petit peu nous expliquer en quoi les dispositions fiscales depuis 2011 sont un petit peu moins favorables, mais restent quand même très favorables pour les donations aux enfants. Alors effectivement, les aides fiscales qui favorisent la donation parents-enfants ont été revues à la baisse au cours des dernières années, mais elles restent quand même importantes. Et il y a largement des possibilités de transmettre à ces enfants à moindre coût fiscal. Mais il y a des choses importantes dont il faut tenir compte, et en particulier, il faut bien respecter le timing. Donc actuellement, chaque parent peut donner à chacun de ses enfants en franchise de droit de donation 100 000 euros. Ça signifie qu'en cas de donation conjointe des deux parents, ils pourront donner 200 000 euros en franchise de droit à chacun de leurs enfants. Donc cette limite de 100 000 euros, elle s'applique depuis le 17 août 2012. Auparavant, cet abattement était plus élevé puisqu'il était de 159 325 euros. Mais toutefois, cet avantage, il ne joue que s'il n'a pas été pleinement utilisé au cours des 15 années précédentes. Et là, c'est une notion qui est très importante, dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle le rappel fiscal. C'est une règle qui s'applique indépendamment des règles civiles successorales qui visent à protéger les héritiers. Donc c'est un mécanisme qui vise à prendre en compte, en cas de nouvelle donation ou en cas de succession, les donations qui sont intervenues antérieurement dans un laps de temps de 15 ans. Je vous interromps, Christine. Justement, on voit tout l'intérêt des donations. Évidemment, les donations, parce que l'angle de cette conférence est d'optimiser la transmission aussi au plan fiscal, de payer le moins d'impôts sur les transmissions. Il est évident qu'il faut les faire effectivement en amont de la succession pour qu'il y ait une première partie en quelque sorte de la transmission qui a été donnée, faite en exonération d'impôts. Et il faut tenir compte du temps, puisque s'il ne s'écoule pas 15 ans entre le moment d'une donation et le moment ultérieur de la succession, la donation est rappelée au plan fiscal. C'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte en quelque sorte. Enfin, on rajoute la somme donnée pour le calcul des droits de succession. Alors justement, par exemple, si on imagine qu'aujourd'hui, en 2014, vous voulez faire une donation à vos enfants, il faut regarder 15 ans en arrière et voir ce que vous avez déjà fait ou pas. Donc si vous n'avez rien fait au cours des 15 années précédentes, vous allez pouvoir donner à chacun de vos enfants 100 000 euros sans payer de droits de donation. Si par contre vous avez déjà fait une donation à vos enfants 15 ans avant, on regardera si vous avez déjà utilisé votre capital de 100 000 euros ou pas. Si vous l'avez déjà utilisé en partie, vous pourrez l'utiliser en complément sans payer de droits. Par contre, si vous avez déjà utilisé tout votre capital de 100 000 euros, vous pourrez donner à vos enfants, mais là, vous devez payer des droits de donation. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut absolument anticiper la transmission de votre patrimoine à vos enfants, mais cet aspect fiscal ne doit pas occulter les autres aspects juridiques et l'égalité entre vos enfants. Et sur ce plan-là, c'est important de consulter votre notaire pour lui en parler. Tout à fait. Alors, quelques points d'éclairage sur les donations. Donc, vous savez qu'il y a différents types de donations. Quand vous faites une donation, vous pouvez la faire en avance sur l'héritage, en avancement de part. Vous pouvez la faire hors part. Vous pouvez très bien faire une donation pour favoriser un de vos enfants qui peut être en difficulté sociale, en galère, comme on dit aujourd'hui. Hein, c'est possible. Et ça, c'est une part de la donation qui sera prise sur la quotité disponible. C'est-à-dire qu'au final, éventuellement, on ne tiendra pas compte de cette première donation au moment de la succession. Un des enfants bénéficiaires aujourd'hui pourra de ce fait recevoir un petit peu plus. Sinon, si rien n'est stipulé, les donations seront égalitaires. C'est-à-dire qu'on fera le total, le notaire fera le total de ce qui est transmis par donation, de façon à respecter une stricte égalité entre les héritiers. L'autre possibilité aussi, c'est de faire des donations, ce qu'on appelle la donation partage, qui est une sorte d'anticipation de l'héritage, de remise à plat assez globale. C'est bien pour certaines familles, évidemment, qui ont un patrimoine important à transmettre. Il est évident que si on cherche seulement l'aspect fiscal des donations, aujourd'hui c'est un petit peu moins élevé qu'il y a quelques années. Il faut savoir qu'il y a encore pas très longtemps, donc l'abattement sur les donations était de 150 000 euros par part et par parent, ce qui permettait éventuellement de transmettre assez facilement des patrimoines, pour peu qu'il y ait 2 ou 3 enfants, de l'ordre
de plus de 600 000 ou 800 000 euros, absolument en exonération totale de droits de succession, d'autant que le rappel à un moment n'était que était de 6 ans. C'est-à-dire que tous les 6 ans, on pouvait, comme on dit, faire tourner à nouveau le compteur fiscal et transmettre à nouveau. Aujourd'hui, on est sur 15 ans quand même. Hein. Ça veut dire qu'il faut s'y prendre vraiment un petit peu à l'avance si on veut que l'aspect fiscal soit profitable aux enfants. Il y a une autre possibilité aussi de donner un petit plus, c'est ce qu'on appelle le don familial, qui avait été créé aussi au milieu des années 2000 par Nicolas Sarkozy, je crois, quand il était ministre de l'Économie et des Finances. Oui. Et lui qui a été maintenu, hein, ce don familial qui est de l'ordre de 31 000 €. Alors, c'est 31 865 €. Donc, ce sont des dons de sommes d'argent que vous faites en faisant un chèque, en donnant des espèces ou en faisant un virement au profit d'un de vos enfants. Il faut simplement que le donateur ait moins de 80 ans et que l'enfant soit majeur. Et cette possibilité de faire un don en exonération de droits de donation, elle se renouvelle tous les 15 ans, comme l'abattement de 100 000 €. Et elle se cumule avec l'abattement de 100 000 €. Donc, on imagine par exemple un père qui a moins de 80 ans, qui veut donner à son fils majeur, il va pouvoir donner tous les 15 ans 131 865 €. 100 000 plus 31 865. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les donations. Alors après, évidemment, l'autre étape, c'est le moment de la succession. Alors au moment de la succession, en gros, effectivement, soit les donations ont été faites depuis plus de 15 ans, elles ne sont pas rappelées dans la succession, donc elles sont en quelque sorte totalement exonérées, sinon elles seront rappelées dans la masse, dans l'actif taxable. Et après, vous avez donc le calcul des droits de succession qui a été un petit... Bon, certaines tranches du barème ont été augmentées. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un patrimoine un tout petit peu, je dirais, conséquent, mais sans être énorme, on est taxé à 20% en France. Voilà, c'est simple, 20%. Ça vous donne un ordre de grandeur. 20%, ça permet quand même, je n'ai pas le barème sous les yeux, Christine, mais oui, ça permet quand même de transmettre déjà pas mal. C'est un tarif qui est progressif, hein, donc il y a cette tranche de 5 à 45%, et effectivement, le gros du barème est concentré autour de 20%, entre 15 000 et 552 000 €. Et puis, évidemment, ces droits ne sont appliqués que sur un montant net après un abattement. Et l'abattement, il est quand même de 100 000 € en ligne directe. 15 000 € entre frères et sœurs et 7 000 entre neveux et nièces. Et bien sûr, il s'applique pleinement cet abattement si le rappel fiscal ne joue pas. Et évidemment, il est entamé s'il y a une donation qui a été faite moins de 15 ans avant. Hein, donc, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que le rappel fiscal, il joue en cas de nouvelle donation, mais aussi en cas de succession. Donc au jour de la succession, le notaire va tout remettre à plat et voir ce qui s'est passé 15 ans en arrière. Voilà, on a de nouveau les 100 000, les fameux 100 000 € qui vont jouer. Voilà. Alors ça, c'est en ligne directe, entre parents et enfants. Il est évident que pour les successions avec des collatéraux, des frères et sœurs, etc., c'est beaucoup moins favorable. Ça va nous mettre peut-être une transition après avec nos intervenants de FRM. Mais bon, effectivement, on évite sur des abattements qui ne sont plus que de 15 000 €. Un concubin, il faut savoir éventuellement qu'il n'a... Il y a que 1500... Non, pas du tout d'abattement. Il y a un abattement symbolique, effectivement, 1 000 €, et puis voilà. Le taux, c'est 60%. Donc, voilà, donc les concubins, c'est évident qu'il faut absolument éviter de se retrouver dans une situation de transmission à un concubin au moment c'est une catastrophe fiscale et juridique. Donc pour ces personnes, effectivement, qui sont dans un univers où la transmission devient extrêmement périlleuse au plan juridique et fiscal, alors il y a deux grandes portes de sortie. Une qui est une charité bien ordonnée qui s'appelle l'assurance vie. Bien entendu, les Français sont très accros à l'assurance vie. C'est le placement que la plupart d'entre vous avez auprès de votre assureur. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie, malgré tout, ça reste une zone d'exonération de droits de succession totale. Et vous pouvez, non seulement au plan juridique, bon alors les notaires seraient là, ils ne seraient pas forcément contents, mais vous pouvez désigner comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie qui vous voulez. C'est-à-dire que là, vous êtes a priori pas trop contraint par les... Après, il peut y avoir des conflits avec les héritiers, mais normalement, vous pouvez désigner évidemment la personne qui partage votre vie, avec qui vous n'avez pas juridiquement de relation officielle. Vous pouvez désigner des tiers et leur transmettre quand même des sommes très importantes, absolument sans droit de succession, jusqu'à plus de 152 000 €, à condition d'avoir versé évidemment les cotisations sur le contrat avant 70 ans. Règle très importante, tout ce qui est versé après 70 ans sur un contrat d'assurance vie,
au-delà de 30 000 € de cotisation et quelques, je n'ai pas le chiffre exact en tête, excusez-moi, ça ralentit le débit, 30 500 € de cotisation, on applique l'article 757B du Code général des impôts et là on applique les droits de succession. Cela dit, si ce bénéficiaire du contrat d'assurance vie est le conjoint, eh bien, comme il est exonéré de droits de succession, c'est neutre. C'est-à-dire que verser des primes sur un contrat d'assurance vie au profit d'un conjoint aujourd'hui, après 70 ans, ce n'est pas pénalisé fiscalement. Il faut l'avoir en tête, ça peut être une solution à voir au cas par cas. Sinon, effectivement, on applique des droits de succession sur les cotisations qui dépassent, enfin, pas de droits de succession, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un prélèvement spécifique qui sera de 20 ou 32%, au-delà de 152 500 € transmis par bénéficiaire. Donc, maintenant, on a vu un petit peu ces différents cas de figure pour optimiser la transmission. Et la transmission, ça n'exclut pas la générosité, je dirais, pour ceux qui n'ont pas forcément une famille à qui transmettre ou qui voudraient éventuellement transmettre au-delà du cercle de leurs proches à une cause qui, ma foi, mérite autant l'intérêt parfois que la famille, ça peut arriver aussi. Donc, je vais donner la parole à Stéphanie Clément-Grandcourt qui va nous expliquer un petit peu comment les fondations aujourd'hui peuvent être destinataires de sommes transmises soit du vivant par donation, soit au décès par legs. Merci Serge, merci à vous de nous accueillir et de nous écouter aujourd'hui. La transmission chez nous à la Fondation pour la recherche médicale, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Alors quelques mots peut-être sur la Fondation pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas. La Fondation pour la recherche médicale a été créée en 1947, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, par des chercheurs qui voyaient la France se reconstruire et la recherche un petit peu oubliée. Ils ont créé une fondation qui est reconnue d'utilité publique depuis 1965 et dont la mission est de financer la recherche sur toutes les pathologies aujourd'hui, la recherche publique dans toutes les pathologies, le cancer, le cardiovasculaire ou la maladie d'Alzheimer par exemple. Alors chez nous, la transmission et plus généralement, nous on appelle ça les libéralités, ça se vit tous les jours et c'est une ressource essentielle pour la Fondation parce que ça représente chaque année entre 25 et 28 millions d'euros. Chaque année, des personnes comme vous et moi font acte de générosité envers la Fondation et dans un deuxième temps envers la recherche médicale, à travers des legs, à travers des assurances-vie, à travers des donations temporaires d'usufruit. Ça représente une enveloppe de 25 à 28 millions d'euros, plusieurs centaines de personnes qui choisissent de faire ça et qui permettent comme ça de soutenir significativement la recherche. Alors cette transmission dans le cadre de la Fondation et dans le cadre de à visée de générosité, elle est voulue et promue par l'administration fiscale. Aujourd'hui, quand on parle d'impôts, on a plus l'habitude d'entendre qu'en France, on est assez mal servi par l'impôt. Dans le cadre de la générosité, et Céline va vous l'expliquer plus largement que je ne le ferai, on est très bien servi pour faire œuvre de générosité envers une fondation comme la nôtre et parallèlement optimiser fiscalement les mécanismes qui sont mis en place pour vous permettre à la fois d'être généreux et en même temps de payer moins d'impôts selon des mécanismes qu'on pourra vous détailler. Bonjour. Oui, excusez-moi. Juste sur la partie don, donc on va peut-être scinder la partie don et la partie leg. Je ne sais pas On va voir après. Oui. D'accord, je vous laisse la parole. Bonjour. Moi, je suis responsable du service libéralité de la Fondation et donc je gère au quotidien les dons, les donations et les successions qui sont échues à la Fondation. Alors, comme disait Stéphanie, on a effectivement un système fiscal qui est extrêmement favorable en France. Juste pour vous donner quelques petits rappels. On a eu une loi sur le mécénat en 2003 qui a notamment mis en place ce qu'on appelle le don sur succession et qui permet aujourd'hui à un héritier qui recueille un patrimoine dont il n'aura pas forcément l'utilité. La durée de vie s'allongeant, il arrive maintenant qu'on soit appelé à la succession d'un grand-oncle, d'une grande-tante alors qu'on a 70, 80 ans et on va pouvoir faire son marché dans le patrimoine qui nous est légué en décidant de conserver un portefeuille titre mais un bien qui se trouve au fin fond de la France et qu'on n'ira pas forcément utiliser, le donner à la Fondation, ce qui permet de réduire le montant des droits de succession. Donc ça a été un premier dispositif qui a été mis en place en 2003, qui fonctionne bien, la Fondation. Vous avez aussi ce que Stéphanie a cité rapidement et que vous allez retrouver dans la brochure intérêt privé,
la mise en place en 2003 au travers d'une instruction fiscale de la donation temporaire d'usufruit qui, lorsque vous êtes taxable au titre de l'ISF, vous permet dans le cadre d'une donation un peu technique, on donnera des exemples après parce que là je suis très théorique et je comprends que ce ne soit pas forcément très compréhensible pour vous. En tout cas, la donation temporaire d'usufruit va vous permettre, en abandonnant temporairement un bien à la fondation, d'effacer ce bien de votre assiette taxable au titre de l'ISF. Et puis, plus récemment, on en a parlé avec M. Florentin, la loi TEPA qui a permis de supprimer les droits de mutation à titre gratuit en faveur du conjoint survivant et qui a également permis à toute personne qui souhaite faire un don à une œuvre caritative alors de bénéficier d'une déduction au titre de l'impôt sur le revenu, ça on en reparlera un petit peu plus tard, mais aussi d'une déduction au titre de l'ISF. Donc on a quand même une législation et un cadre extrêmement favorable aux donations et aux successions et à mon niveau, c'est quelque chose que je ressens tous les jours puisque la transmission à la fondation s'effectue de deux manières. Vous avez le don manuel, ce qu'on reçoit au quotidien au travers de chèques, de virements, de prélèvements automatiques, des petites sommes anecdotiques, 5 euros, 10 euros, 15 euros, mais grâce à ça, on arrive quand même à financer de gros programmes de recherche, de grands programmes de recherche. On a la donation qui suppose le recours à un notaire, une donation en pleine propriété. On abandonne immédiatement et irrévocablement, comme dit le Code civil, un bien immobilier, une somme d'argent. Attention effectivement à l'éventuelle atteinte à la réserve héréditaire quand vous avez des enfants. C'est le genre de dispositif qu'il faut effectivement bien valider avec un notaire. Il y a la donation temporaire d'usufruit, donc comme je le disais, un outil d'optimisation fiscale au titre de l'ISF. Vous avez un immeuble de rapport, vous avez un portefeuille titre qui génère tous les ans des revenus sur lesquels vous allez être taxé au titre des revenus générés, impôt sur le revenu, mais qui en même temps, parce qu'il a une certaine importance, va vous soumettre aussi à une imposition au titre de l'ISF. Eh bien, ce bien-là, vous décidez pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans d'en consentir les revenus à la Fondation pour la recherche médicale. Vous faites une économie d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu et au titre de l'ISF, puisque ce bien sera totalement effacé de votre base taxable. Ce genre de dispositif, on en a de plus en plus souvent à la Fondation. Ça fonctionne bien parce que les gens nous concèdent pendant une période limitée une partie de leur patrimoine avec la garantie de le retrouver à l'issue de la période de donation. Donc il n'y a pas d'imputation, il n'y a aucun impact sur le patrimoine. Les héritiers récupèrent le bien, le donateur récupère son bien pour ensuite le transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, tout à fait librement. Alors Madame Ponchel, est-ce que, juste pour un petit peu graduer l'aspect fiscal, on peut partir des situations les plus simples. Par exemple, je suis intéressé par la recherche médicale, j'y suis sensibilisé parce qu'autour de moi, des personnes peuvent être atteintes de telle ou telle pathologie. Je décide de faire un don au mois de décembre, comme beaucoup de personnes, etc. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu donc, ce qui est déductible au niveau de l'impôt sur le revenu, si je donne 100 euros par exemple? Si vous donnez 100 euros, concrètement, ça ne vous coûtera que 33 euros, puisque votre don va pouvoir être déduit de votre déclaration d'impôt sur le revenu à hauteur de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Bon. Mais c'est quand même tout à fait significatif et encourageant. D'accord. Et l'autre possibilité, je crois, pour les personnes qui sont assujetties à l'ISF, et bientôt certains vont faire leur déclaration, c'est d'obtenir aussi une réduction de la cotisation d'ISF qui est due? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si vous êtes assujetti à l'ISF et que vous faites un don à la Fondation, vous allez pouvoir déduire 75% du montant de votre don de votre ISF. Donc vous allez pouvoir réduire dans certains cas significativement votre ISF, voire changer de tranche et baisser vraiment la facture fiscale. Voilà. Il faut savoir, pour résumer, il faut savoir que les gens qui viennent vers nous et qui soutiennent la Fondation le font majoritairement pour 4 raisons. En dehors, évidemment, de soutenir la recherche médicale, qui est la raison cardinale. Mais sinon, ils viennent aussi nous voir et nous sommes là pour les conseiller parce qu'ils souhaitent vraiment baisser la facture et la pression fiscale en faisant acte de générosité, mais vraiment essayer de réduire leur impôt et de faire en sorte de maîtriser l'impôt et de faire en sorte que voilà, ils sachent où va l'argent, ils sachent à quoi il sert, c'est très important pour eux.
Ils vont le faire aussi parce qu'ils ont envie de pérenniser un patrimoine, leur patrimoine. Hein. Nous avons des gens qui vont venir nous voir et qui vont venir nous dire, voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie, donc je vais vous faire une donation et puis je vais vous faire un leg dans un deuxième temps et j'aimerais créer une fondation abritée à mon nom pour être sûr qu'au-delà de ma mort, il va se passer quelque chose, que mon nom sera toujours vivant et que mon action sera toujours forte. On a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui arrivent avec des volontés très précises, à la fois pour soutenir la recherche et aussi pour optimiser fiscalement leur patrimoine. Et donc pour une personne l'autre cas de figure, donc ce sont donc effectivement les legs, pour une personne qui n'aurait pas d'héritier, pas d'enfant, ou éventuellement comme seul héritier une lointaine cousine qui habite au fin fond de la Creuse, si on décide plutôt que ce soit la cousine qui hérite de vous transmettre une certaine somme, c'est possible? Oui, c'était la deuxième partie de mon propos. On est bien sur les legs, là, j'ai pas bien entendu. Tout à fait. Ouais. C'est la deuxième partie de mon propos. Donc, on peut transmettre effectivement de son vivant au travers des différents dispositifs que je vous ai exposés. Et puis, plus simplement, parce que vous n'avez pas d'héritier ou parce que, comme l'a dit Monsieur Florentin, vous allez avoir une cousine, un neveu qui va être taxé à 55% ou à 60% de droits, va préférer finalement soutenir la Fondation pour la recherche médicale et donc prendre des dispositions testamentaires. C'est très simple, un testament holographe, vous l'écrivez chez vous tranquillement, vous le datez, vous le signez, vous le remettez à votre notaire pour en assurer une parfaite conservation, ou si vous avez une situation patrimoniale, familiale un petit peu plus complexe, vous faites rédiger ce testament par votre notaire, c'est un testament authentique. Ça, à la Fondation, c'est mon quotidien. Tous les jours, je reçois des courriers de notaires m'informant, alors pour la Fondation d'une bonne nouvelle, décès d'une personne, pas toujours très réjouissant, mais m'informant de l'ouverture d'un nouveau dossier. Un legs universel, on recueille tout le patrimoine, ou un legs particulier, on recueille un bien défini, un compte en banque, une voiture, une maison. Voilà, donc ça, beaucoup de gens prennent ce genre de disposition quand effectivement ils n'ont pas de proches à gratifier. Je crois que la particularité à rappeler, donc, c'est que dans ce cadre-là, effectivement, quand le destinataire du legs est donc une fondation reconnue d'utilité publique, comme vous-même, donc évidemment, il n'y a aucun frottement fiscal, comme on dit dans le... Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à payer, évidemment, pour la fondation. Voilà. C'est l'intégralité du patrimoine qui nous est légué, 100% des fonds qui vont être réalisés au travers de cette succession qui seront réinvestis dans la recherche médicale. C'est aussi une façon un petit peu d'optimiser son patrimoine par-delà son décès. Il y a des gens qui sont très attachés à ça, à poursuivre une bonne œuvre plutôt qu'effectivement que l'argent revienne à l'État. En quelque sorte, voilà, c'est choisir entre une grande partie des sommes reviennent à des casiers étrangers et à l'État, ou bien à une cause que vous avez choisie. Donc, tout à fait. Là aujourd'hui, nous sommes avec FRM, mais évidemment, il y a de très nombreuses autres fondations ou des fondations de fondations, comme la Fondation de France, qui peuvent être destinataires de dons et legs, ou évidemment des organismes caritatifs. Alors après, en ce qui concerne un petit peu votre travail, parce que finalement on se dit, bon, moi pourquoi je donnerais plutôt à FRM qu'à l'Institut Pasteur ou que sais-je, comment est-ce que vous utilisez un petit peu cet argent? D'abord, comment est-ce qu'on a une assurance de l'emploi des sommes qui vont être transmises? Est-ce qu'on reçoit, quand on est donateur, un décompte, un bulletin un petit peu? Alors on travaille, il faut savoir, pour quand même situer les choses, que 400 000 donateurs soutiennent régulièrement la Fondation. Donc ça fait beaucoup de gens. Pour autant, nos donateurs, on peut le constater, sont extrêmement fidèles à l'action de la Fondation. Donc quand ils nous soutiennent, ils le font pour de très nombreuses années, ce qui nous permet de nouer avec eux un lien très fort. Et que les 2 tiers des legs que nous recevons sont issus d'anciens donateurs, donc des gens qui vraiment ont envie de poursuivre au-delà de leur mort leur action avec nous. Quand ils soutiennent la Fondation, comme nous sommes présents dans toutes les pathologies, à la différence de Pasteur que vous venez de citer, ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, choisir le domaine qu'ils vont soutenir. Donc nous avons par exemple une dame qui est venue nous voir il y a quelques années, 2 ans exactement, et qui nous a dit, voilà, moi j'ai été neuropsychiatre toute ma vie, je suis aujourd'hui à la retraite, je n'ai pas de descendants directs, et j'ai envie de soutenir la recherche sur la moelle épinière, parce que c'est ce qui a occupé toute ma carrière professionnelle. Donc elle nous a fait une première donation, qui a servi à créer une fondation abritée sous l'égide de la Fondation, et elle a fait un leg. La Fondation est légataire universelle de l'intégralité de son patrimoine, donc cette fondation vivra au-delà de la mort de cette personne.
Comme elle a choisi de soutenir des recherches sur la moelle épinière, tous les ans, nous allons la voir et nous lui proposons un certain nombre de projets qui ont été sélectionnés par le conseil scientifique de la Fondation autour de cette thématique-là. Elle en choisit un, elle en choisit deux. Elle rencontre avec nous les chercheurs qu'elle a soutenus, donc il y a un lien très fort qui se crée entre cette personne et les personnes qu'elle soutient. C'est très émouvant, c'est souvent des liens presque amicaux, hein, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et elle va suivre les recherches, elle va pouvoir mesurer un petit peu les progrès qui sont faits grâce à son don, grâce à ses dons, et elle va pouvoir comprendre qu'elle fait vraiment œuvre utile et qu'elle a véritablement un impact dans l'action qu'elle mène à nos côtés. Donc c'est un exemple, il y en a des centaines d'autres que je serais ravie de vous raconter, mais je crains qu'on manque malheureusement de temps, mais on est vraiment sur une relation très proche pour la majorité de nos donateurs. Je vous remercie Stéphanie. Et Céline Ponchel aussi. Je voulais dire un petit mot pour conclure, parce qu'on a passé un petit peu vite. Je ne voulais pas que nos amis de FRM ne puissent pas exprimer un petit peu leur position. Après, il y a deux grands incontournables qu'on n'a pas traités, parce qu'on manque de temps. En matière de transmission, on a parlé de donation, on n'a pas parlé de la donation avec réserve d'usufruit. La réserve d'usufruit, c'est un des grands classiques, justement, qui va pouvoir permettre de transmettre de son vivant un bien, tout en en gardant la jouissance et l'emploi en quelque sorte. Donc c'est le cas du domicile en général. C'est-à-dire qu'une façon très importante et très efficace de faire une donation et de ne pas attendre donc le moment de la succession, ça va être de transmettre ce qu'on appelle la nue propriété d'une maison, d'un bien locatif aussi éventuellement, hein, pourquoi pas, d'un portefeuille-titre. Ou d'un portefeuille-titre. Aux enfants. Pourquoi ? Parce que ça permet de diminuer la base taxable. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, en fonction de votre âge, au moment où vous faites la donation, on va diminuer cette base taxable de 20, 30, voire 40%. En gros, à 60 ans, je crois que c'est 40% d'abattement. À 70, 30. À 80 ans passés, 20% d'abattement sur la valeur vénale du bien transmis. Donc, on réduit considérablement la base. Hein. C'est vraiment un des musts en matière de transmission qui doit être appliqué et qui va de pair, évidemment, avec une donation. Et surtout, si vous permettez, au moment du décès, il y a l'usufruit et la nue propriété qui se reconstituent automatiquement sans droit de succession. Sans droit de succession. Donc il n'y a pas de frottement fiscal au décé. Hein. Donc c'est très intéressant, effectivement. L'autre point qu'on voulait aborder aussi, effectivement, Christine, c'était le paiement fractionné des droits, parce qu'actuellement, sur toutes les successions, il y a un effet d'aubaine absolument considérable qui est dû non pas à la volonté forcément de nos gouvernants, mais au niveau des taux d'intérêt en Europe qui est extrêmement bas, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, on a quasiment une forme de crédit gratuit pour le paiement des droits de succession. Oui, effectivement, parce qu'en principe, on doit payer les droits de succession dans les 6 mois du décès, mais souvent, ça représente des sommes très importantes et il est possible de demander un fractionnement du paiement. Donc le paiement est étalé dans le temps sur 5 ou 10 ans même. Et normalement, on doit payer un intérêt sur le crédit qui est accordé par l'État. Et cet intérêt, il est fixé par rapport au taux d'intérêt légal. Et en 2014, ce taux, il est de 0%. Donc, si vous avez des difficultés pour payer les droits de succession, c'est vraiment une opportunité à saisir en 2014 parce qu'il n'est pas certain que ce mécanisme ne soit pas aménagé justement parce que l'État il perd beaucoup. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le dernier point qu'on voulait signaler. Je ne sais pas si, Christine, j'ai oublié quelque chose qui vous paraissait important. Non, je crois que sur l'assurance vie, c'est quelque chose d'assez complexe à expliquer, effectivement, mais il ne faut pas croire que toutes les primes versées après 70 ans sont... Bon, effectivement, elles sont soumises au droit de succession, mais il y a quand même le fait très important qui est de considérer que c'est simplement les primes qui sont taxées et pas tous les intérêts qui ont été produits par le contrat lui-même. Donc, et puis, on peut jumeler les deux aspects, prélèvement pour les primes versées avant 70 ans et droit de succession après 70 ans. Donc, voilà. Ça reste quand même un placement très intéressant pour la transmission. Et donc un petit mot de conclusion pour FRM ? Simplement de vous dire que la transmission, et Serge Florentin et Christine Blondel vous l'ont largement expliqué, elle se passe dans un cadre familial, dans un cadre matrimonial. Elle a une réalité aussi dans un cadre extra-patrimonial, avisé de générosité, avec une véritable optimisation d'impôts, et qu'il y a des experts qui peuvent vous accompagner sur cette démarche-là. Donc voilà, on est à votre disposition. Je vous remercie.
Si vous avez quelques questions pour prolonger les points que je vous ai exposés, je vais essayer d'y répondre avec Christine Blondel. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre les donations graduelles et les clauses bénéficiaires avec conditions? Alors, comme je vous l'ai dit, je prolonge l'exposé que je vous ai fait, mais je ne suis pas notaire, donc vous m'en excuserez, et je ne voudrais pas m'avancer sur des analyses qui ne sont pas de ma compétence. Je vous ai donné les grandes lignes en matière de transmission. Je ne saurais vous répondre dans le détail. Je pense qu'il y a ici, dans ce salon, des notaires qui sont mieux placés que moi pour vous répondre sur les donations graduelles, monsieur. Alors, monsieur, je crois que vous posiez une question sur le préciput. Vous êtes venu me demander. Alors, le préciput, c'est un mot qui était employé autrefois pour ce qui était hors part, justement, ce que l'on donnait hors part. Alors, le langage des juristes a été un petit peu rafraîchi, mais selon notre âge, on emploie encore certains mots et on ne l'emploie plus aujourd'hui. Alors, effectivement, tout ce qui est... vous pouvez très bien bénéficier d'une exonération fiscale sur une donation, comme on appelait, préciputaire, c'est-à-dire hors part, hein, ce qui est donné pour favoriser un héritier ou un tiers. Le préciput, en général, le cas le plus fréquent quand il y a des enfants, c'est un quart des biens maximum. Hein, c'est un quart de la totalité de la succession. Une autre question? Oui, vous en avez parlé, mais je n'ai pas encore bien compris et ce n'est pas clair dans ma tête. Donc j'ai fait une donation à 60 ans, comme vous avez dit, en nue propriété usufruit. Si je meurs avant 75 ans, je voudrais savoir ce qui se passe, je n'ai pas très bien compris. Alors, je ne vous souhaite pas, madame, d'ailleurs, pour commencer, et ni à vos enfants. Donc, ce qui va se passer, c'est très simple. J'imagine que vous avez gardé la nue propriété du bien. Ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'au moment du décès, il ne se passe rien au niveau... la propriété est reconstituée, c'est-à-dire que les enfants qui ont la nue propriété du bien que vous l'avez donné, au moment du décès de l'usufruitier, vous restez usufruitier, eux, ils acquièrent la pleine propriété, la pleine jouissance du bien, sans qu'il y ait de recalcul de la fiscalité applicable. C'est tout l'intérêt du dispositif. C'est-à-dire que vous avez un abattement, ça fait une donation à 60 ans, donc il y a eu un abattement de 40% sur la valeur du bien transmis, si je ne me trompe. Ouais. Donc au lieu de taxer sur une base de 100, on taxe sur 60, c'est quand même très avantageux. Et au moment du décès, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'effectivement, si... Normalement, votre espérance de vie va bien au-delà, mais si quand bien même vous décédiez plus tôt que l'espérance de vie, ça ne changerait rien au plan fiscal, effectivement. Oui. Est-ce qu'elle récupère l'exonération des 100 000 euros Mais l'abattement de 100 000 euros, à l'époque, il était bien supérieur. Il a joué au moment de la transmission de la nue propriété. Oui. Hein, on a calculé les droits de donation sur la valeur de la nue propriété, donc correspondant à votre âge, donc c'était sur 60%, et on a éventuellement appliqué un abattement, puisque c'était une transmission à vos enfants, et on a calculé les droits là-dessus. Mais au moment de la liquidation de votre succession, il ne se passera rien sur le plan fiscal. Vos enfants récupéreront la pleine propriété du bien sans devoir payer quoi que ce soit. Oui, mais sur ce qui reste, est-ce qu'elle bénéficie des 100 000 euros d'exonération? Non, ça dépend. Si effectivement le décès se produit avant le délai de rappel, dans ce cas-là, on ne refait pas jouer une deuxième fois l'abattement. Il a servi une première fois pour la transmission de la nue propriété. Il est évident que s'il y a un décès qui se produit 2, 3, 4, 5 ans plus tard, ou même 14 ans, il ne rejoue pas une deuxième fois. Hein, c'est la règle du rappel. C'est pour ça que cette mesure a été prise, c'est pour ça que Bercy, en quelque sorte, réduit le délai de rappel. Parce que d'une certaine façon, ça veut dire que beaucoup de donations qui sont faites maintenant ne bénéficieront pas une nouvelle fois de l'abattement au moment du décès. L'abattement n'aura joué qu'une fois, effectivement. Hein, c'est pour ça que ça incite beaucoup les gens aujourd'hui à faire des donations, je dirais presque pour être à coup sûr, avant 60 ou 65 ans, pour qu'il y ait à peu près une certitude que l'abattement puisse jouer une nouvelle fois. Hein. Au moment de la succession. Oui, surtout qu'on n'a plus les... Ça se recharge que tous les 15 ans, donc, et c'est en 100 000 euros, bon ben voilà. Voilà, et on n'a plus les règles d'âge aussi, il n'y a plus d'abattement en fonction de l'âge, il n'y a plus de minoration des droits qui sont dus aujourd'hui. Non, il y a juste un abattement en fonction du nombre d'enfants qu'a le bénéficiaire de la donation. Oui, juste une question, enfin, si vous n'avez pas prévu de l'aborder, vous ne me répondez pas, c'est pas grave. Simplement les donations aux petits-enfants, est-ce que vous pouvez en dire deux mots?
Alors, les donations aux petits-enfants, il faut savoir qu'elles bénéficient effectivement au plan fiscal d'un abattement Il y a aussi un abattement de 31 000 euros. Oui, 31 865 euros qui se cumule avec le don de somme d'argent dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le don Sarkozy, de 31 865 aussi. Ça veut dire qu'un grand-père peut donner tous les 15 ans, 2 fois 31 865 à chacun de ses petits-enfants majeurs. Et à condition qu'il ait lui-même moins de 80 ans. Et vous pouvez aussi, alors malgré tout, il faut tenir compte de la quotité disponible. Il est évident que, là c'est un notaire qui vous l'expliquera, mais vous avez évidemment une part de vos biens que vous pouvez donner aux petits-enfants, mais vous ne pouvez pas, sauf à faire une donation qui saute une génération, ce qui est une possibilité aussi. Mais là aussi, je vous conseille de vous rapprocher d'un notaire pour le détail des mesures. Pas. 100 000 euros par enfant. Lorsqu'on a fait 100 000 euros par enfant, oui. Après les 31 000 aux petits-enfants, est-ce que le fait de mettre sa propriété, parce que je voudrais changer d'appartement, la mettre en usufruit, est-ce que les premières choses s'ajoutent à... Ah bien sûr, ça jouera pour calculer les droits de donation sur la transmission de la nue propriété. Sur la transmission de la nue propriété. Si vous avez déjà apuré votre plafond de 100 000 euros, vous ne pourrez pas en bénéficier et donc vous serez taxé assez lourdement parce que le tarif, comme je l'ai dit tout à l'heure, des droits de donation, il est progressif. Donc comme vous avez déjà utilisé les premières tranches du barème, on calculera ces droits de donation sur la transmission de la nue propriété sur les tranches plus élevées. Donc vous risquez de tomber dans la tranche de 20% par exemple. Mais ça reste intéressant de mettre quand même parce que vous avez quand même un abattement. Bien sûr, parce qu'il y a déjà un abattement au niveau de la valeur du bien, puisqu'on calcule la valeur du bien n'est retenue que pour un certain pourcentage en fonction de votre âge, au moment où vous transmettez la nue propriété. Donc là encore, vous avez intérêt à anticiper, parce que plus vous gagnez en âge, plus cette valeur de la nue propriété, elle va augmenter. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut... anticiper. Ce qu'on peut retenir, c'est que... ça n'entrait pas que c'était deux choses parallèles. Non, justement, il faut retenir si on a un bien immobilier à transmettre et éventuellement des liquidités, si on veut faire jouer la donation avec réserve d'usufruit, il vaut mieux garder ces cartouches de 100 000 euros, je dirais, pour la partie immobilière et éventuellement le complément après faire des dons familiaux, etc. Mais il est évident que si vous avez déjà utilisé pour transmettre des liquidités les abattements de 100 000 euros, vous allez vous pénaliser pour une transmission de biens immobiliers à un moindre coût fiscal, ça c'est certain. Si on a fait une donation sur un bien et qu'on est obligé de le vendre pour X raisons, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous avez fait une donation avec réserve d'usufruit, vous voulez dire si... Parce que si vous avez fait une donation du bien, c'est irrévocable. Alors, il faut savoir que les donations au dernier vivant dans le couple sont toujours révocables. Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais c'est un point important. C'est-à-dire que jusqu'à votre dernier jour, après les couples aujourd'hui se séparent aussi à 60 ans et plus, c'est des choses qui arrivent. Donc s'il y a un divorce, on revient sur la donation qui a été faite pour les donations au dernier vivant. Il y a toujours une possibilité de revenir sur une donation. Par contre, si vous faites une donation, ce qu'on dit entre vifs, et non pas une donation de biens futurs à un enfant, elle est irrévocable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, après, c'est au bénéficiaire de la donation de vendre le bien. Non, c'est quand il y a usufruit, il faut l'accord du propriétaire. Tout à fait, tout à fait. Oui, s'il y a une réserve, j'entendais le cas où il n'y ait pas de réserve. Évidemment, sinon il faut l'accord des deux. Oui, il faut l'accord. Évidemment, l'usufruitier et le nu propriétaire. Donc c'est une forme d'indivision en quelque sorte quand vous vous êtes mis en réserve d'usufruit. Voilà. Vous avez intérêt à bien vous entendre avec vos enfants quand même quand vous faites ce genre d'opération. Exactement, sauf à prévoir des clauses. Alors il y a des parents effectivement qui prévoient là aussi qui aménagent un petit peu et qui prévoient des conditions dans les donations. C'est un peu au cas par cas, ça dépend des familles et des situations de nécessité, etc. Et aussi de l'étendue du patrimoine de chacun. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que les gens aient conscience de faire attention à ne pas trop se dessaisir de biens. Parce qu'autant à une époque, on a pu encourager beaucoup la transmission de patrimoine à cause de l'allongement de la durée de vie, etc. Aujourd'hui, on est quand même dans une période où
au plan économique et social, l'avenir des retraites, même pour ceux qui sont déjà en retraite. Vous voyez, cette année, il n'y a pas de revalorisation des retraites au 1er avril. Cette année, c'est le cas. Peut-être que ce sera de nouveau le cas. Je ne vous le souhaite pas, évidemment, personne ne le souhaite. Mais c'est des situations qui peuvent se reproduire. Donc, il ne faut peut-être pas trop se dépouiller quand même aussi de son patrimoine juste en poursuivant un but fiscal, surtout si les enfants sont dans une situation où il n'y a pas forcément un besoin pressant de leur venir en aide, évidemment. C'est toujours du cas par cas. Et ne pas se laisser obnubiler par la fiscalité, je pense que c'était un bon conseil. C'est un conseil très important. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux et je vous invite à relire Intérêt privé. Merci.